Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est en visite en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. L'immigration et l'Ukraine étant au centre des discussions. Sur la question de l'immigration, de son côté, la Belgique a annoncé une augmentation de sa capacité d'accueil pour les demandeurs d'asile lors de la réunion des ministres de l'immigration de l'UE à Bruxelles. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est en visite en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Cette visite est considérée comme une occasion de cimenter les relations bilatérales après des années de tensions dues au Brexit et de discuter de questions telles que l'immigration et l'Ukraine. Je pense que si la France et le Royaume-Uni annonçaient, par exemple, qu'ils peuvent former des soldats ukrainiens en dehors de l'Ukraine, peut-être en Pologne ou ailleurs, cela serait très bien accueilli pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. Les liens entre les deux pays ont été renforcés par le soutien des pays à l'Ukraine depuis l'invasion de la Russie. Et Sunak espère capitaliser sur la bonne volonté renouvelée pour mettre fin aux tensions passées sur des questions allant de l'immigration à la pêche. Sunak et Macron pourraient discuter de la position de la Grande-Bretagne sur la question de l'immigration en Europe et sur la façon dont les pays de l'UE pourraient travailler ensemble pour résoudre cette question. La rencontre a lieu alors que la Belgique a annoncé qu'elle augmenterait sa capacité d'accueil pour les demandeurs d'asile afin de faire face à leur nombre croissant. Concernant la situation au niveau de l'accueil, un mandat a été donné à la secrétaire d'État de créer 700 places en plus avec un système de conteneurs qu'on reçoit de l'Union européenne. Cette décision a été prise lors de la réunion des ministres de l'immigration de l'UE à Bruxelles pour trouver une réponse commune à la recrudescence de l'immigration en Europe. La capacité d'accueil de la Belgique, qui s'élève à un peu plus de 34 000 places, est actuellement presque entièrement remplie selon l'agence d'asile FEDASIL. Cela s'ajoute au chiffre de plus de 36 800 demandes d'asile en 2022, soit une augmentation de plus de 40% par rapport à l'année précédente, et aux plus de 60 000 réfugiés ukrainiens selon les statistiques belges. J'ai jamais dit que on va résoudre cette situation demain. Le défi est très, très grand. Il y a plus de 100 000 personnes qui sont arrivées dans notre pays l'année passée et même maintenant, l'afflux reste très haut, reste beaucoup plus élevé que normalement dans cette période de l'année. Donc, le défi est très grand. On ne va pas le résoudre demain, mais avec ce paquet de mesures, on prend un grand pas, une grande étape à une solution le plus vite que possible. L'Agence européenne des frontières Frontex a fait état de quelques 330 000 franchissements irréguliers des frontières l'année dernière, soit le chiffre le plus élevé depuis 2016. Le nouveau projet de loi sur l'immigration du gouvernement britannique cherche à bloquer le passage des embarcations qui traversent la Manche en interdisant définitivement l'accès aux demandeurs d'asile qui arrivent au Royaume-Uni de manière illégale. Mais les experts en migration nous ont indiqué qu'ils n'étaient pas certains que ces nouvelles mesures dissuasives soient efficaces, ni où les migrants clandestins seront envoyés. Ils affirment que cela pourrait créer des maux de tête logistiques pour le gouvernement. Malcolm Hudson de NTD nous en dit plus. L'objectif proclamé du projet de loi sur l'immigration clandestine de la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, est de prévenir et dissuader l'immigration illégale, en particulier par des itinéraires peu sûrs, comme la traversée de la Manche à bord de petites embarcations. Mais Madeleine Sumption, directrice de l'Observatoire des migrations de l'Université d'Oxford, estime que l'efficacité de cette politique n'est pas évidente. La grande question qui se pose à propos du projet de loi sur l'asile est de savoir s'il sera dissuasif. Il y a un petit pari inhérent à cette politique. L'idée est qu'elle sera tellement dissuasive que les sanctions envisagées n'auront pas besoin d'être imposées à un grand nombre de personnes parce qu'il n'y aura plus de demandeurs d'asile. Dans la pratique, nous savons, grâce à des recherches antérieures, que l'impact des politiques de type dissuasif tend à être relativement limité, du moins dans d'autres pays. Si c'est le cas pour le Royaume-Uni, le gouvernement devra faire face à de nombreux problèmes logistiques lorsqu'il tentera de mettre en œuvre cette politique. Le Royaume-Uni a conclu un accord avec le Rwanda pour envoyer certains demandeurs d'asile dans ce pays africain. Ils y déposent alors une demande d'asile. Bien que le plan ait été jugé légal par la Haute Cour, il doit encore faire face à d'autres défis. Et même si le projet est mis en œuvre, Jonathan Porte, chercheur en chef à l'organisation Royaume-Uni dans une Europe en mutation, a suggéré que de nombreux demandeurs d'asile pourraient encore être laissés dans l'incertitude. Le nombre de réfugiés que le Rwanda peut accepter n'a rien à voir avec le nombre de réfugiés qui arrivent actuellement en situation irrégulière. La question est donc de savoir ce qu'il adviendra de ces personnes.
Si le gouvernement n'est pas disposé à traiter leurs demandes d'asile, ne peut-il pas les renvoyer dans un pays sûr? Seront-ils simplement laissés dans l'incertitude? C'est la grande question qui reste sans réponse à propos de ces plans. Selon Porte, les plans du gouvernement reposent sur la possibilité d'envoyer les demandeurs d'asile dans d'autres pays. Rien que l'année dernière, plus de 45 000 personnes ont traversé la Manche sur des embarcations de fortune. Pourtant, le Rwanda affirme pouvoir traiter 1000 demandes d'asile sur une période d'essai de 5 ans. C'est loin d'être suffisant pour prendre en charge tous les demandeurs d'asile qui traversent la Manche. Selon Sumption, l'État pourrait être amené à soutenir ceux qui restent. Je pense donc que le résultat à long terme de ces mesures, si elles sont appliquées dans leur intégralité, serait de laisser une cohorte potentiellement assez importante de personnes au Royaume-Uni qui ne peuvent pas être expulsées parce qu'il n'y a aucun moyen de les expulser, mais qui n'ont aucun droit et aucun statut et qui finissent par devoir être soutenues par l'État. Le Premier ministre Rishi Sunak espère renforcer la coopération avec la France pour lutter contre les traversées en embarcation clandestines. Le gouvernement britannique souhaite pouvoir envoyer immédiatement en France les personnes arrivant sur les côtes britanniques, mais le président français devrait rejeter ces demandes. Sunak avait rendez-vous avec Emmanuel Macron aujourd'hui pour le premier sommet Royaume-Uni-France en 5 ans. Malcolm Hudson, NTD Actualité, Londres. Et la Russie a lancé hier soir une attaque massive sur des cibles ukrainiennes éloignées de la ligne de front. Il s'agit là de la première attaque loin du front depuis 5 mois. L'attaque a aussi brièvement mis hors circuit la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'organe de surveillance nucléaire de l'ONU s'est alarmé de cette nouvelle panne. La Russie a lancé une importante vague de frappes de missiles sur l'Ukraine jeudi, tuant au moins 6 civils. Il s'agit de la première attaque massive de ce type sur des cibles éloignées du front depuis la mi-février. L'Ukraine a déclaré que cette vague comprenait 6 missiles de croisière hypersonique Kinjal, une arme que Kiev affirme ne pas pouvoir intercepter. J'en ai assez, je n'en peux plus. Comment peuvent-ils faire cela? Comment est-ce possible? Ce ne sont pas des humains, je ne sais pas comment les appeler. Ils font peur aux enfants, leur équilibre mental sera perturbé. Outre les attaques de missiles, les autorités ont déclaré que les bombardements russes avaient tué au moins 6 autres civils, dont 3 personnes à un arrêt de bus à Kherson. Ma maison a tremblé et j'ai tout de suite compris que le tir avait frappé quelque part juste à côté de ma maison. C'est juste à 50 pas de ma maison. Je suis vraiment désolée pour Aliona. C'était une si gentille fille. Et d'autres personnes sont mortes. La centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, occupée par les forces russes, a été privée d'électricité à la suite des attaques. Des générateurs diesel de secours sont entrés en action, mais ils ne disposent que de suffisamment de carburant pour alimenter la centrale pendant 10 jours. Les centrales nucléaires ont besoin d'une alimentation constante pour les systèmes de refroidissement, afin d'éviter une fusion. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a exprimé son inquiétude face à cet incident. C'est la 6e fois que la centrale nucléaire de Zaporijjia perd toute alimentation électrique hors site et doit fonctionner en mode urgence. Grossi s'est dit étonné par la complaisance à l'égard de ce problème et a demandé la création d'une zone de protection autour de la centrale. Chaque fois, nous lançons un dé. Et si nous permettons que cela continue encore et encore, un jour, notre chance s'arrêtera. Cet incident a ravivé les craintes d'un accident dans la plus grande centrale atomique d'Europe, près de 40 ans après la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. L'opérateur du réseau national ukrainien a indiqué que les réparations avaient été effectuées rapidement et que la centrale avait été reconnectée au réseau. L'Ukraine a accusé la Russie d'être à l'origine de la perte d'alimentation de la centrale. Les autorités russes ont parlé de provocation de la part de Kiev. Le ministère de la Défense russe a déclaré avoir mené une frappe de représailles massive en guise de rétribution pour un prétendu raid transfrontalier la semaine dernière. Il a affirmé avoir atteint toutes les cibles visées, détruisant des bases de drones, perturbant les chemins de fer et endommageant des installations qui fabriquent et réparent des armes. Et en Angleterre, un ministre a déclaré qu'une société chinoise de biotechnologie ayant obtenu un contrat Covid du gouvernement était responsable de plusieurs attaques informatiques sur le centre de données du NHS, les services nationaux de santé britanniques.
Le ministre des Sciences, George Freeman, a révélé hier à la Chambre des communes que Genomics England avait subi de multiples tentatives de piratage chaque semaine de la part de BGI Group en 2014. Il l'a qualifié de sonnette d'alarme. Une filiale du groupe BGI a remporté un contrat de 12 millions d'euros pour les essais de Covid en 2021. L'entreprise chinoise a également travaillé et partagé des données avec des universités britanniques. Freeman a déclaré que BGI restait un point dangereux. Cependant, quelques heures après le débat, un porte-parole du gouvernement a déclaré qu'il n'y avait pas de preuve de ces affirmations. Quant au porte-parole de BGI, il a déclaré que le groupe n'a jamais été et ne sera jamais impliqué dans des attaques informatiques. Des députés et des experts ont déjà écrit au gouvernement pour l'exhorter à cesser toute collaboration avec l'entreprise en raison de problèmes de sécurité. Et le Parti communiste chinois, PCC, est la plus grande menace pour la sécurité nationale des États-Unis et du monde. C'est ce qu'affirme le directeur du renseignement national américain. Cette affirmation a été faite lors d'une audition au Sénat sur les menaces à la sécurité mondiale ce mercredi. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur les témoignages des hauts responsables du renseignement. Mercredi, de hauts responsables des services de renseignement américains ont fait part de ce qu'ils considèrent comme les principales menaces pour la sécurité nationale. Le PCC est en tête de liste. Les sénateurs ont exprimé leur inquiétude quant à l'évolution rapide des technologies dans le monde et à la capacité des États-Unis à faire face aux menaces que l'innovation fait peser sur la sécurité nationale. Le sénateur Marco Rubio, vice-président de la commission, a posé une question sur l'application de réseaux sociaux TikTok et les menaces qu'elle représente. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a affirmé que le PCC pourrait utiliser TikTok pour contrôler les logiciels de millions d'appareils s'il en avait la possibilité, ainsi que les données de millions d'utilisateurs. Pourrait-il s'en servir pour alimenter des récits visant à diviser les Américains? Par exemple, si la Chine veut s'emparer de Taïwan, pour s'assurer que les Américains regardent des vidéos expliquant pourquoi Taïwan appartient à la Chine et pourquoi les États-Unis ne devraient pas intervenir. Oui, et je dirais que pour ce dernier cas en particulier, nous ne sommes pas sûrs que nous verrions beaucoup de signes extérieurs de ce genre de choses si elles se produisaient. Rubio estime que TikTok est peut-être l'un des meilleurs outils de surveillance sur Terre. Nous les avons invités à entrer et nous les avons protégés par nos lois. Pourquoi donc cette société est autorisée à opérer? Wray a souligné la différence entre le secteur privé et le secteur public aux États-Unis, mais il affirme que cette ligne n'existe pas pour le PCC dans la manière dont il fonctionne. Selon lui, la technologie et la sécurité économique sont désormais inextricablement liées à la sécurité nationale. En ce qui concerne la cybernétique, 85% de nos infrastructures critiques sont entre les mains du secteur privé. Et si vous regardez notre innovation, si vous regardez nos informations personnelles identifiables, le pourcentage est encore plus élevé. Et si vous regardez ce que les Chinois essayent de voler, c'est là qu'ils se trouvent. Le sénateur Mark Warner, président de la commission, s'est interrogé sur les implications en termes de sécurité nationale. Si la Chine était en mesure de montrer la voie dans des domaines tels que la 5G, l'extraction de minerais de terres rares et l'innovation biotechnologique, il a insisté sur les investissements des entreprises américaines en Chine. Trop d'entreprises croient encore que ces collaborations en Chine sont bénéfiques, même si elles ferment les yeux sur les quantités littéralement sans précédent de vol, de propriété intellectuelle, trop souvent parce qu'elles gagnent beaucoup trop d'argent en investissant en Chine. Le sénateur John Cornyn a souligné la question du financement par les États-Unis de leur principal adversaire et de l'aide qu'il lui apporte pour accroître sa puissance militaire. Selon lui, le manque de transparence rend le problème difficile à évaluer. Avril Haines, directrice du renseignement national, estime qu'un système devrait être mis en place pour assurer la transparence des investissements américains en Chine. Jeremy Sandberg, NTD Actualité. Et toujours aux États-Unis, une commission parlementaire a entendu mercredi de nouveaux témoignages sur les dangers et les promesses de l'intelligence artificielle. Un reportage de Daniel Monaghan de NTD. Après une longue déclaration d'ouverture, la présidente de la commission Nancy Mace a illustré de manière très directe le pouvoir des nouvelles innovations en matière d'intelligence artificielle. Tout ce que je viens de dire a été, vous l'avez deviné, écrit par ChatGPT. ChatGPT est une technologie d'IA qui peut imiter de manière convaincante l'écriture humaine, l'art visuel et d'autres formes d'expression. Eric Schmidt, ancien PDG de Google, affirme que l'apprentissage automatique a pris le monde d'assaut. Cela fait 50 ans que je fais ce métier et je n'ai jamais vu quelque chose se produire aussi rapidement. Schmidt a souligné qu'il n'a fallu que 5 jours pour que ChatGPT atteigne 1 million d'utilisateurs. Selon Schmidt, une nouvelle ère de l'expérience humaine est à nos portes.
La capacité d'avoir des intelligences non humaines avec lesquelles nous travaillons et avec lesquelles nous devons parfois traiter est un changement majeur dans l'histoire de l'humanité. La représentante Marjorie Taylor Greene s'interroge sur le remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle. Elle a cité des exemples de grandes entreprises technologiques qui licencient par milliers, alors que certaines d'entre elles investissent des sommes considérables dans l'entreprise OpenAI. J'ai également vu un autre titre qui disait qu'Eric Schmidt était en train de construire la machine de guerre idéale pour l'IA. J'ai donc pensé que vous seriez la personne idéale pour poser des questions à ce sujet. Soyons clairs, c'est uniquement pour le bénéfice des États-Unis. Seulement si c'est entre les mains des États-Unis, Dr Schmidt. Alexander Madry, professeur au MIT, a déclaré que l'IA était déjà en cours de déploiement et d'adoption à grande échelle. Le représentant Gary Connolly a suggéré qu'il pourrait y avoir un précédent pour une implication plus intensive du gouvernement fédéral. Le représentant Kwesi Mfume a quant à lui invité la société à faire preuve de prudence. Je ne sais pas si nous pouvons faire assez pour tirer la sonnette d'alarme à ce sujet. Un autre sujet de préoccupation pour certains est le glissement vers la gauche de ChatGPT. Jeff Carlson d'Epoch TV a écrit sur l'apparente partialité politique du logiciel sur tous les sujets, du président Biden à l'ancien président Trump en passant par la brèche dans le Capitole du 6 janvier. Daniel Monaghan, NTD Actualité. Et intéressons-nous maintenant à Taïwan. Les habitants des îles périphériques de Taïwan, proches des côtes chinoises, sont privés d'Internet depuis un mois. Les autorités taïwanaises affirment que des navires chinois en sont responsables. La Commission nationale des communications de Taïwan a déclaré que 2 navires chinois avaient coupé les câbles Internet sous-marins reliant les îles Matsu à l'île principale de Taïwan. Les îles Matsu comptent environ 14 000 habitants qui dépendent des 2 câbles sous-marins pour se connecter au monde extérieur. Le propriétaire d'une chambre d'hôte explique que la perte du service Internet a un impact sur son activité. Après la coupure des câbles sous-marins, de nombreux clients ont décidé d'annuler leurs réservations pour le mois de mars et d'avril. Je pense qu'à l'heure actuelle, 10 à 20% des réservations ont été annulées. Les autorités taïwanaises ont trouvé 2 navires chinois à l'endroit où les câbles ont été coupés, d'après les données du système d'identification automatique. Elles ont déclaré que l'un d'eux était un navire de pêche et l'autre un cargo. Mais les autorités n'ont pas dit qu'il s'agissait d'un acte délibéré de la part du régime chinois. Nous ne pouvons pas exclure que la Chine ait détruit ces câbles volontairement, car les recherches de la marine américaine montrent que les pays du monde capables de détruire ou de mettre sur écoute des câbles sous-marins sont la Russie et la Chine. Un important fournisseur taïwanais de services de télécommunications a mis en place une transmission par micro-ondes en guise de solution de secours pour les habitants. Mais le service est extrêmement lent par rapport à l'Internet classique. Le chef du comté de Lianxiang, qui couvre les îles Matsu, a demandé l'aide de Taipei. Il a également discuté des câbles lors d'une récente visite en Chine. Les entreprises concernées en Chine sont prêtes à apporter leur aide. Le directeur général adjoint de China Mobile a également participé à la réunion. Il a envoyé un groupe de techniciens pour aider. Les navires poseurs de câbles ne pourront venir que le 20 avril au plus tôt, car le nombre de navires pouvant effectuer le travail est limité. Pour l'instant, la seule chose que les habitants peuvent faire est d'attendre. Et la 6e édition des rencontres du 7e art a débuté samedi dernier à Lausanne et se poursuivra jusqu'au 12 mars. Au programme, projection de films classiques, avant-première, ateliers, masterclass, table ronde, ainsi que des rencontres avec des invités d'honneur comme l'actrice française Léa Seydoux ou encore l'acteur et réalisateur britannique Jeremy Irons. Au cœur des festivités, Laetitia Rodriguez a rencontré Vincent Pérez, fondateur et président des rencontres du 7e art, qui a partagé son enthousiasme face à des salles pleines dans un contexte du retour du public au cinéma après 3 lourdes années de pandémie. Le festival Les Rencontres du 7e art, qui se déroule chaque année depuis 6 ans à Lausanne, permet au public de voir ou de revoir de grands chefs-d'œuvre du cinéma et de rencontrer des acteurs, réalisateurs et scénaristes venus du monde entier. Le festival crée un pont entre les professionnels du cinéma et ceux qui, cinéphiles en herbe, souhaitent se rapprocher de l'univers du 7e art sans pour autant en être des acteurs de première ligne. On crée des rencontres, ça s'appelle Rencontres 7e art Lausanne, donc l'idée c'est qu'il y ait plein de rencontres, un peu partout, que ce soit avant un film ou après un film, avec des présentations, avec ce qu'on appelle des Q&A, questions-réponses,
avec le public et avec les modérateurs. Il y a toujours un moment donné, on se tourne vers le public et le public peut directement poser des questions et c'est très sympa, comme hier soir avec Jean Dujardin. Et c'était très sympa, il y a des questions très intéressantes du public d'ailleurs. Et puis avec des tables rondes, avec des débats, des masterclass. On a des ateliers aussi maintenant pour des ateliers de stop motion, des ateliers d'écriture, des ateliers de doublage aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait qui sont faites pour le public. Et c'est formidable, c'est très excitant. Et d'ailleurs, il y a eu tout de suite un véritable succès en fait sur tous les ateliers. Et puis l'idée en fait, c'est d'intéresser les gens au cinéma. Ceux qui sont pas intéressés, ceux qui sont intéressés, tant mieux. On leur offre un magnifique, je dirais 8 jours, une huitaine de jours, 10 jours pratiquement d'une plongée dans le cinéma. Et puis en baissant les prix aussi des tickets, parce qu'on les baisse. Hein, il y a la possibilité d'avoir des billets pour quand même beaucoup moins cher que ce qu'on paye d'habitude, et en ayant en plus des gens qui font du cinéma qui vous reparlent de leurs expériences, comme Damien Bonnard. C'était génial de l'entendre parler de comment il s'est préparé, etc. pour un rôle, ou Jeremy Irons, son parcours. Jeremy Irons, c'était très très beau, par exemple, ce qu'il disait. Il disait qu'il fallait croire en soi en fait, et qu'il fallait surtout s'écouter. Écouter quelque chose en soi sans le déformer, savoir écouter cette chose. Donc c'était des belles leçons de vie en fait. Au cours de la semaine, le public des rencontres peut assister à la projection de 8 films du patrimoine, sélectionnés en collaboration avec la Cinémathèque suisse, sur la base de la thématique de cette 6e édition, entre rêve et réalité. Il y a Miracle à Milan de De Sica, il y a les Fellini, et puis il y a Dreams d'Akira Kurosawa. Donc c'est des films qui oscillent entre le rêve et la réalité. Dreams, il porte bien son nom, c'est des rêves que Kurosawa a vécu et qu'il les a mis en images, les a filmés. C'est génial, c'est d'une beauté incroyable. Et comme il dessinait ses plans, comme c'était un grand peintre, on voit en fait, c'est de la peinture. Son cinéma est absolument extraordinaire. Donc du coup, c'est une thématique très frustrante parce qu'il y a beaucoup de films que je voulais montrer qu'on ne pouvait pas les montrer parce qu'on n'a pas la place en fait, mais pas tout à fait passionnante. Je pense que le cinéma en fait est un geste vers quelque chose. Donc pour ceux qui le font, mais aussi pour le spectateur. Le spectateur fait le geste d'y aller au cinéma. Il prend une décision d'aller voir un film et physiquement il y va et il donne ce moment-là au film. C'est ça la magie du cinéma. Et on le fait avec d'autres personnes dans la salle, donc on partage les émotions, donc les émotions se décuplent, donc on vit une expérience. C'est pas tout à fait pareil quand on est seul devant sa télévision le soir, quand on reste dans sa zone de confort et qu'on peut éteindre quand on veut. C'est bien aussi, on a besoin. Moi j'ai besoin aussi de temps en temps d'être dans sous ma couette et de regarder des séries juste pour pas penser, juste pour me détendre, etc. C'est bien. Mais le cinéma c'est autre chose. Il reste encore 2 jours pour profiter des ateliers et des masterclass proposés par le festival pour assister aux projections d'avant-première ou de grands classiques comme les Notti Bianche. Demain, samedi 11 mars, une cérémonie de rencontre aura lieu au Casino de Montbenon en présence de Vincent Pérez, de l'actrice de renommée internationale Léa Seydoux et des invités du festival. La cérémonie sera suivie de la projection du film L'Enfant d'en haut, réalisé par la franco-suisse Ursula Meyer et choisi pour représenter la Suisse aux Oscars dans la catégorie Meilleur film étranger. Après Lyon, Tours, Paris et Nantes, la célèbre compagnie de danse et de musique classique chinoise Shen Yun a enchanté le public d'Aix-en-Provence durant plusieurs séances entre le 24 février et le 1er mars. Notre journaliste Ying Huang a recueilli les réactions des spectateurs. Ils lui ont confié avoir ressenti de fortes émotions tout au long du spectacle. Ah, j'étais émue à pleurer dès le début. Ça vous saisit. C'est un spectacle qui vous saisit. Tout est parfait, tout est bien mis en place, la chorégraphie, tout est, voilà, il n'y a rien à dire, c'est parfait, quoi. Ça, ce qu'on voit ici, c'est waouh.
les costumes, le mouvement, c'est impressionnant. C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire sur leur mouvement sur scène, c'est énorme. Ah ben c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. C'est très graphique. Et puis alors les costumes sont d'une coupe et sont merveilleux et très colorés. Non, tout est beau dans votre spectacle. Je ne sais pas qui a fait la musique, mais la partition musicale était parfaite, vraiment très bien dirigée, très bien interprétée. Le son n'était pas trop fort. C'était très très bien. On oubliait qu'il y avait des musiciens et on était enveloppé dans cette espèce de magie là comme ça, très très beau. Extraordinaire, fabuleux. On entre dans un univers totalement féerique. Maintenant, ce qui m'a particulièrement époustouflé, c'est le côté aérien, féerique et la beauté des costumes. La beauté, c'est au millimètre près. C'est, écoutez, époustouflant, ça donne les larmes aux yeux. Voilà. Les spectacles de Shen Yun sont ancrés dans la spiritualité, un aspect pleinement ressenti par le public. Totalement. Art divin, oui, parce que bon, on est quand même dans un univers céleste. Hein. On est totalement hors sol. C'est une épopée, c'est quelque chose. C'est la transmission de, comment on pourrait dire ça, de la fraternité, de l'humanité. Ça regroupe tout ça. C'est magnifique. Quand on est en présence de beaux spectacles comme ça, classiques et de danse, enfin vraiment où il y a... Et c'est fait pour élever l'esprit, pour se sentir mieux, quoi, vraiment. Donc on ressent toujours, oui, on est ému, oui, mais on a des émotions supérieures. Voilà, ce ne sont pas des émotions inférieures comme la musique de masse, par exemple. Là, ce sont des émotions inférieures. Là, on est dans des émotions supérieures toujours. Et c'est ce que je recherche et c'est ce que j'aime. Avec les belles choses, le beau, le vrai, le juste, voilà, les belles valeurs. Ah ben ça peut apporter de la liberté, de la joie, de l'amour. Et je pense que c'est une bonne ouverture pour le devenir du pays. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ? J'espère surtout de la sagesse et de la sérénité et de faire réfléchir sur demain et sur nos comportements à avoir avec les nouvelles technologies et le partage avec les êtres, parce que le téléphone est là pour nous rassembler, mais quelquefois il nous éloigne. Pour le monde actuel, écoutez, c'est d'ailleurs ils le disent, patience, hein, bonté, patience et patience. Espérance, je dirais. Et en tout cas, c'est de la joie qui nous est donnée, et surtout en ce moment où nous vivons une période extrêmement morose, difficile, avec la guerre, avec finalement l'oppression, hein, toujours d'un pouvoir sur un autre, et qui finalement tue tout ce qui est de l'ordre de la culture. C'est un message de résistance. Depuis le Grand Théâtre de Provence à Aix-en-Provence, NTD Actualité. Les artistes de la compagnie Shen Yun Performing Arts poursuivent actuellement leur tournée en Europe et dans le monde. Nous aurons la chance de les retrouver en France avant la fin de leur saison. Ils seront en effet de retour à Nantes, Montpellier, Tours et Paris entre le 3 avril et le 6 mai prochain. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et de la part de toute l'équipe un excellent week-end et une très bonne soirée sur NTD.